Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Nous vous retrouvons sur Radio Ici et Maintenant en compagnie de Corinne Lamy, citoyenne engagée. Elle occupe diverses fonctions, dont celle de présidente d'une association de parents d'élèves, assesseure au tribunal pour enfants, membre du jury national au Parlement des enfants et vice-présidente de la commission Éducation, laïcité. Nous avons eu le privilège de la recevoir précédemment en tant qu'invitée. Aujourd'hui, elle est de retour sur Radio Ici et Maintenant en tant qu'animatrice pour son émission L'invité de Corinne. Pour cette émission, Corinne accueille Maître Vanessa Elkaïm-Riemer, avocate au barreau de Paris, docteur en droit et fondatrice ainsi que présidente de l'association AVIF. Au cours de cet échange, divers sujets seront abordés, notamment les sujets en lien avec les droits des femmes, la situation des enfants et les défis auxquels font face les victimes de violences. Corinne, bonjour, je te laisse la parole. Et bonjour à ton Morgane, invité. bonjour, c'est un exercice un peu périlleux, mais comme c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, l'enfance en danger et le droit des femmes. Bon, c'est un petit peu difficile parce que si je veux m'adresser à Morgane, je suis de profil sur l'écran. D'habitude, je refuse à ce qu'on puisse me voir sur l'écran, mais aujourd'hui, j'ai fait sacrifice pour ce sujet aussi important et aussi délicat. J'espère que vous serez nombreux à nous entendre et surtout, j'espère que des auditeurs et des auditrices nous appelleront pour nous poser des questions. Maître Vanessa Elkaïm-Riemer, bonjour, merci de votre présence, merci de votre gentillesse, de votre amabilité. Je connais vos compétences. Moi, si je suis là et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'occasion de vous entendre lors d'un colloque, lors des journées des réflexions, autour du sujet si important, la violence envers les femmes. Donc, je sais qu'aujourd'hui, nous allons parler, nous avons une trame. Alors, évidemment, cette trame sera susceptible de changer au fur et à mesure et au rythme de l'émission. Morgane nous dira si quelqu'un appelle et à ce moment-là, nous interromprons l'émission pour pouvoir répondre à la question de notre auditeur ou de notre auditrice. Morgane, merci encore. Merci de nous recevoir. Je sais que c'est pas toujours facile et évident, mais nous y arrivons. Donc voilà, maître, nous allons parler de différentes choses. L'état des lieux des violences envers les femmes. Nous parlerons de l'évolution législative. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, compte tenu de l'évolution aussi des réalités et de la prise de conscience. Alors certes, nous allons vers l'ère de l'égalité, mais c'est de plus en plus difficile car pour ces femmes-là, prendre leur liberté, reprendre leurs droits, c'est extrêmement compliqué et très difficile. Et vous allez nous expliquer comment votre association arrive à les porter, à les soutenir, à les aider et à faire en sorte qu'ils puissent prendre leur indépendance, leur autonomie. Et Dieu seul sait combien c'est compliqué, vous nous expliquerez pourquoi. Donc il y a aussi, nous parlerons des enfants, car nous savons que ces situations ont de lourdes conséquences pour les enfants. On sait que souvent les enfants qui souffrent de violences ont tendance à ont deux choix souvent qu'ils s'ouvrent à eux, soit effectivement le choix haut, c'est-à-dire de venir écouter, se taire et puis essayer de subir et de se mettre à la portée de la personne qui les fait souffrir pour ne pas effectivement subir plus encore, ou alors le choix bas, c'est de devenir caïd, délinquant et de trouver auprès de leur père dans la rue une nouvelle famille qui évidemment peut être extrêmement délétère pour eux. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec monsieur Thierry Beccaro qui reviendra normalement le mois prochain. Et nous avons eu l'occasion de parler effectivement de la maltraitance familiale et de l'enfance et qui a de lourdes conséquences souvent. Donc vous allez nous dire aussi et vous allez nous donner des conseils pour aider les jeunes victimes de violences et les femmes victimes de violences, et ça je vous en remercie infiniment. Je crois que nous serons tous à l'écoute et très attentifs de vos conseils. Et pour terminer, car c'est votre façon de travailler autour de cas concrets, nous aurons le témoignage de Marie. Donc ce n'est pas son vrai prénom, elle a préféré effectivement garder la confidentialité de son prénom, comme vous pouvez comprendre, comme quoi ces situations sont extrêmement difficiles pour ces femmes qui traversent ces situations.
Alors, vous aurez également, chers auditeurs, chères auditrices, l'occasion d'entendre Morgane. Donc, si vous voulez entendre la douce voix de Morgane, n'hésitez pas à appeler. N'hésitez pas à appeler. Et nous aurons l'occasion de pouvoir intervenir au direct pour l'émission. Je vais encore dire quelques mots. Avec plaisir. Maître Vanessa El-Kaïm. D'abord, est-ce que je peux vous dire quelquefois je vous appellerai maître parce non, que mais appelez-moi. Voilà. Appelez-moi. Enfin, je me permets de vous appeler Corinne. Appelez-moi Vanessa. Voilà. Je vous appellerai quelquefois Vanessa, car nous avons fait connaissance et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de vous connaître. Et je voulais vous dire que je voulais commencer cette émission et je le dis avec beaucoup d'émotion. Je voulais parler de votre maman, qui était une grande dame, une très grande dame, et vous en êtes sa digne héritière. Merci. Et vous continuez son travail. Et je pense qu'elle doit être très très fière de vous. Voilà, c'est une femme qui était une grande combattante de grandes causes humanitaires. Et voilà, donc je suis très fière, à double titre, de vous recevoir aujourd'hui. Voilà, je vais vous donner la parole quand même. Voilà, quand même. Alors, pourquoi je vous ai parlé de votre maman? Parce que tout comme vous, vous n'étiez pas obligé de passer des heures et des journées à vous occuper de personnes en difficulté, sans compter votre temps et souvent de façon bénévole. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous. Alors effectivement, maintenant que tout ça c'est dit, je vous remercie de me mettre autant à l'aise et écoutez, nous allons prendre le cours de notre interview. Vanessa, donc vous m'avez permis que je vous appelle Vanessa, vous êtes avocate depuis 24 ans. Je vais dire quelques mots sur vous parce que du coup... on oublie les années. Ça passe vite. Ça passe si vite. Ça passe très très vite. Vous êtes directrice d'Elige, vous enseignez à des jeunes étudiants en droit et notamment en leur parlant de faits concrets, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Vous avez travaillé à l'ONU et c'est ce qui vous a donné le goût effectivement de pouvoir enseigner aux enfants. Je dis souvent effectivement, mais bon, j'espère que ça me passera. Voilà. Vous avez eu envie pour votre école de droit de parler également des sujets de numérique, de business, parce que vous avez eu envie qu'ils soient connectés au temps d'aujourd'hui et aux réalités d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, nous avons besoin de toutes ces matières-là pour que le travail soit le plus performant possible et pour pouvoir soi-même se débrouiller tout seul si jamais, quelquefois, il peut y avoir des difficultés pour lancer son affaire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant de vous laisser la parole? Merci encore de m'écouter. Eh bien, écoutez, on est là pour ça. On va parler de l'association qui se nomme AVVIFE. Vous le prononcerez sans doute mieux que moi. Et cette association signifie l'Association pour les victimes de violences, information, formation et écoute. Je donne déjà le numéro de téléphone si des gens nous écoutent avec un papier et un stylo et nous le redonnerons à la fin de l'émission. Donc c'est le 07 60 27 20 81. Alors, j'ai encore pris quelques notes. Vous me permettez de les... Avec grand plaisir. Je suis désolée. Ensuite, la parole sera tout à vous. On est là pour échanger. Donc voilà. Oui, mais là, je monopolise un peu la parole, mais j'ai encore quelques petites choses à dire avant de... Voilà, pour que vous êtes sûr que nos auditeurs nous entendent bien. Cette association a été créée sous le constat qu'il était urgent de briser l'isolement des victimes. Vous pouvez trouver tout cela sur le site et les aider à restaurer leur estime d'elles-mêmes. Exactement. Je vous lis encore. Celles et ceux qui ont souffert de violences dans leur enfance sont le plus souvent confrontés à une violence plus tard dans leur vie. D'où l'importance d'essayer de régler ces soucis le plus rapidement possible et d'aider et de venir en soutien à ces femmes-là et à ces victimes-là le plus vite possible et le plus tôt possible. En diminuant l'estime de soi, la violence subie dans le passé fragilise face à la violence actuelle. Voilà. Écoutez, Maître Vanessa El-Kaïm Rimer, merci encore de votre présence. Et j'espère que tout ce que l'on va dire aujourd'hui sera entendu, écouté, noté par les femmes qui en ont besoin et qu'elles n'hésiteront pas
à faire appel à vous. Donc on va commencer la trame de notre interview par, on avait donc dit qu'on commencerait par... Des statistiques. Voilà, les chiffres. Vous voyez, bon, alors on attaque les chiffres, mais très vite on attaquera les cas concrets. Exactement. Merci beaucoup. Alors, merci Vanessa, merci de votre écoute. Merci beaucoup Morgane de m'accueillir dans vos studios. Merci à vous Corinne d'avoir à nouveau permis que la voix des victimes soit entendue. Pour moi c'est important. Vous avez dit plein de choses très intéressantes à titre d'introduction et je vais rebondir sur 3 choses qui me sont importantes. Première chose, je vous remercie d'avoir évoqué ma mère, qui, je ne sais pas si elle est fière, en tout cas, c'était une femme qui était très ouverte sur le monde, ne supportait pas les discriminations, les inégalités. Et moi, très tôt, j'allais vous dire, j'ai été avec elle, dans ses pas, dans ses traces, pour pouvoir lutter à mon échelle contre ces violences. Et j'allais vous dire, pour moi, devenir avocat et surtout avocat en droit de la famille, c'était pour moi une évidence. En fait, avocat égale, voilà, défense. Famille, défense. Et défense vraiment sur le plan familial. Donc ça, c'était très important pour moi. Autre chose, et justement, et ça fera écho à votre parcours Corinne, ma mère me disait parce que je lui disais mais est-ce que quand j'étais plus jeune je parlais de la famille, des enfants, elle me dit quand j'avais 5 ans je voulais être juge pour enfants. Donc du coup, donc voilà, donc c'était pour vous dire qu'en réalité on ne devient pas avocat par hasard, on ne devient pas avocat en droit de la famille par hasard, c'est une vraie vocation. C'est un vrai métier passion, un métier où j'allais vous dire, on vous parlait du temps qu'on passe, on ne se rend pas compte du temps, on le fait, moi dans le cadre de mon association, je suis bénévole, et je vais parler après des personnes qui m'accompagnent parce que cette association n'a pas de raison d'être sans les personnes qui la composent. On est toutes et tous, on va dire, mobilisés, guidés par cette envie d'aider. Voilà. Donc ça, c'était ce que je souhaitais dire à toutes nos auditrices et nos auditeurs déjà pour expliquer. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous avez, et je vous remercie Corinne, évoqué mon parcours professionnel. Donc je suis avocat, alors vous m'avez dit 24 ans, le temps passe et tant mieux, j'allais dire. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu mettre toute mon expérience au service de cette cause qui me semble importante. Et vous avez évoqué deuxième point, donc ma mère, mon parcours, et vous avez évoqué également le fait que j'étais directrice d'une école de droit. Et voyez, le dénominateur commun de tous ces éléments-là, c'est l'enfant. C'est bien sûr le lutter contre toute discrimination et l'enfant est très prégnant dans ma vie. C'est-à-dire qu'on est dans la transmission aujourd'hui et merci à toutes les deux de nous donner la parole. C'est que aujourd'hui, on a un triste constat et je vais venir sur les chiffres, mais on est là et c'est important de dire à nos auditrices et à nos auditeurs que c'est important d'en parler. Que souvent, ces violences-là, il y a souvent la violence qu'on appelle ordinaire et qu'on n'imagine pas que c'est de la violence. Je donne un exemple pour vous parler concrètement. Pas plus tard ce matin, 8h30, pour vous dire, j'ai une jeune femme qui m'appelle en me disant mais vous comprenez, il est beaucoup, non mais maintenant il n'est pas violent, pas tellement, il me frappe un petit peu, enfin bon, ça va. Donc il me frappe un petit peu et ça c'est aussi voilà, il faut en parler. Une phrase où on me dit il n'est pas violent, il me crache dessus. Voilà, donc ça on va revenir aussi sur qu'est-ce qu'on entend par le terme de violence et ce point est important et vous dire également et c'est pour ça que c'est important dans la prévention de dire qu'on s'en sort. Parce que quand on va écouter les chiffres que je vais vous donner, et ben vous allez avoir peur en me disant une recrudescence, mais moi demain je suis victime, finalement je reste là et puis on n'aura pas de solution. Et moi je vous dis concrètement, c'est la raison pour laquelle je veux parler aujourd'hui, c'est qu'on s'en sort, c'est compliqué, mais on y arrive. Et tous ensemble, on va y arriver. Voilà, c'était vraiment le message. Et donc, pour venir sur les chiffres, mais il faut vraiment prendre dans une mesure, et parce que tous ensemble, on peut faire bouger ces lignes. Et c'est la raison aussi pour laquelle on en parle encore aujourd'hui. Vous avez... alors, on va parler des féminicides, mais on parle de féminicide. Attention, c'est-à-dire que voilà, une femme meurt tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, ce qui est des chiffres énormes, mais
quand tout à l'heure, et c'est à dessein que je vous ai parlé de cette violence ordinaire, il y a des coups, il y a des mots, il y a des silences qui font beaucoup plus de dégâts que certaines autres formes de violence. Moi, j'ai en mémoire une jeune fille de 18 ans qui me dit, mais maître, vous savez pas, j'aurais préféré qu'il me frappe, mon père, on parlait de son père, parce que en réalité, le mépris qu'il avait, les phrases assassines, et ben pour moi, ça me laisse plus de blessures. Donc, c'est pour ça que je vous dis, effectivement, les chiffres sont alarmants. Je vous parlais de 118 féminicides en 2022, dont 19, vous voyez, j'ai les chiffres en Île-de-France. Donc, vous avez une femme qui décède tous les 3 jours sous les coups de son ex-compagnon, son conjoint. C'est des chiffres qui sont énormes. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, moi, l'objectif, c'est pas qu'on pleure tous ensemble. C'est de se dire, effectivement, les chiffres sont là. On en parle pourtant et finalement, ça diminue pas. Mais l'idée, c'est que, et c'est pour la raison pour laquelle mon association, aux côtés d'autres, sont nés, j'allais dire, se sont développés, c'est qu'il y a encore des femmes, des hommes. Je dis aussi des hommes. Hein, parce que c'est souvent des questions, on me dit, mais vous savez, il y a des hommes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes, je dis que statistiquement parlant, c'est les chiffres, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais moi, dans ma clientèle et dans les personnes que je reçois au sein de l'association, j'ai des hommes aussi. Hein, faut pas, voilà. Donc, s'il y a des hommes qui nous écoutent, n'oubliez pas, je ne vous oublie pas, nous ne vous oublions pas, vous êtes dans les statistiques, mais hélas, j'allais dire ou tant mieux, je ne sais pas dans quel côté on doit le prendre. Voilà, c'est quand même une minorité, mais c'est toujours trop. J'allais dire, voilà, des violences. Voilà. Et on en parlait tout à l'heure, Corinne, on disait les enfants. J'ai noté quand même 400 000 enfants vivent dans un foyer où s'exercent des violences. Ça, on en dit moins. Autre chiffre, puisqu'on est dans les chiffres, mais un chiffre, il faut vraiment le prendre dans toute sa globalité. Un autre chiffre, moi, qui m'a marqué, qui me marque toujours, on a 200 000, voire 270 000 plaintes qui sont déposées par an, ce qui est énorme. Il y a des signalements. Et on se rend compte également que des femmes qui, finalement, voilà, sont victimes, j'allais dire, de violences habituelles, elles ont déjà alerté. Et ça, on va peut-être revenir là-dessus sur comment faire pour peut-être améliorer. On a plein de projets au sein de l'association, je vous en parlerai un petit peu. Donc voilà, des chiffres. Mais je voulais également citer une phrase qui est pour moi importante, ou en tout cas une réflexion que je voulais partager avec vous tous sur ces chiffres qui sont peut-être en augmentation. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a fait quand même une grande évolution. On va parler après de l'aspect législatif de l'évolution. Mais il y a une avancée qui est quand même assez significative. Je veux dire, il y a 2 avancées. La première avancée pour moi, c'est de dire que déjà on en parle beaucoup plus, qu'avant c'était honteux. Et que la honte finalement commence à changer de camp, et tant mieux. Parce que, voilà, mais on en parlait tout à l'heure aussi, j'ai vraiment une réflexion après, je vous laisserai Corinne parler, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement vaste. Mais vous voyez, quand on dit dans l'évolution, avant, quand il y avait des cas comme celui-ci, enfin tous les cas de féminicide, on disait « Oh, c'est un crime passionnel ». Le nombre de fois on parlait de crime passionnel, mais dans l'amour, il n'y a pas de crime. Il y a la volonté, tout simplement, de dire que quand on est bien, il y a donc, tout simplement, je vous disais, j'ai une phrase, j'ai dit « ni passion, ni crime » pour quand on aime une femme. Et ça, tant mieux, j'allais dire, il y a une évolution là-dessus, sur les mentalités. Et là, je pense que c'est un grand pas. Et moi, je suis une femme très positive. Vous voyez, ce qu'on me dit toujours, mais comment, Vanessa, tu peux recevoir autant de personnes victimes de violences et autant, je pense que chacun a une vocation, ou à chacun, on est prédestiné à faire quelque chose. Et je pense que je pense qu'il y a toujours une évolution positive. Alors, c'est toujours plus long, mais il faut toujours continuer, le combat. Et je vais citer quelqu'un qui est une femme extraordinaire, qui n'est plus de ce monde, Simone Veil, qui dit « ne renoncez jamais ». Et moi, je renonce pas. Voilà, c'est peut-être compliqué. Je suis une femme opiniâtre, et du coup, je renonce pas. Et ben, ça, c'est pour notre bonheur à toutes et à tous, puisqu'effectivement, les hommes peuvent aussi, et si aujourd'hui il y a des auditeurs qui veulent nous confier une difficulté qu'ils rencontrent au sein de leur couple et avec leur épouse, qui n'hésitent surtout pas à nous appeler. Nous aurons
vraiment plaisir à leur répondre, d'autant que nous sommes ici en fait en position de défense des victimes, des victimes en général, donc des gens qui sont en souffrance. Alors les enfants, effectivement, bien sûr, et c'est quelque chose qui nous rassemble et qui a peut-être fait que on a eu cette envie de faire des choses encore aujourd'hui ensemble, c'est que effectivement on veut défendre les gens en souffrance et les enfants. Et vous dites que vous êtes positive, mais heureusement que nous sommes positives toutes les deux, parce que bon, moi, dans des fonctions que je peux occuper au sein du tribunal, vous disiez des chiffres, j'aime à dire que chaque dossier n'est jamais le même, et que si j'ai 10 dossiers, j'aurai en réalité 10 cas différents, même si c'est pour la même infraction, parce que j'aurai 10 personnes différentes, avec 10 passés différents, 10 souffrances différentes, 10 façons de vivre au quotidien différentes. Donc, on garde toujours l'espoir, et les enfants, on sait que l'éducation peut aider. Alors on dit quelquefois, quand on est affaire à des gens adultes et matures, c'est plus compliqué, mais en réalité, on garde l'espoir, parce que si la société est espoir, l'homme est espoir, voilà, tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir, c'est un truc tout à fait simple, mais c'est vrai. Et je voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais ça va revenir. Moi aussi, j'ai ma petite phrase. Victor Hugo disait qui délivre les mots délivre la pensée. Donc c'est vrai qu'il est extrêmement important de pouvoir parler, de pouvoir trouver un lieu. Après, vous connaissez tous les protocoles, donc les personnes sont entendues, elles sont entendues d'une manière isolée, c'est-à-dire qu'il y a le huis clos, elles peuvent vous faire confiance, enfin, il y a tout un protocole à respecter pour que les femmes se sentent protégées. Alors justement, je voulais compléter et rebondir un peu sur ce que vous disiez, Corinne. D'ailleurs, on parlait des hommes et des femmes victimes de violences. L'homme, c'est différent quand un homme vient me voir. D'abord, il y a le dénominateur commun dans les deux cas, c'est-à-dire qu'avant, on voulait divorcer rapidement, on se séparait, c'était rapide, en disant il faut vite se séparer. Et avant, on n'avait pas, vous savez, vous le disiez à juste titre, Corinne, il se crée quand même un lien entre l'avocat ou la personne en qui on a confiance. Moi, je suis avocat, mais on peut très bien avoir quelqu'un dans l'entourage en qui on a confiance et on s'ouvre. Et moi, j'essaie d'être vraiment proche. Être humaine, c'est quelque chose qui est dans mon ADN et c'est important. Mais justement, quand ces personnes viennent en disant il faut absolument me trouver une solution rapide. Et en fait, derrière ça, c'était il y a quelques années, c'est tout simplement parce qu'ils étaient victimes de violences et sans avoir à dire les mots. Et donc du coup, moi, j'allais dire m'exécuter, c'est pas le mot qui me vient, mais de dire qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution et pour permettre à mon client d'avoir une situation rapide et répondre à ses attentes. Et finalement, en creusant, vous voyez, d'abord, la femme va me dire oui, en réalité, il explique son quotidien, il est violent, etc. L'homme, au départ, il porte beau, il montre, il y a aussi la pudeur, et puis je suis une femme, et l'homme, si vous voulez, on a une image aussi de cet homme viril, etc. Et pour eux, c'est une atteinte à leur virilité de dire je suis victime de violence. Vous imaginez déjà une femme qui dit je suis victime de violence, déjà le dire, c'est finalement le reconnaître, mais dire à un homme je suis victime de violence, à une femme, mais c'est très compliqué. Donc le premier rendez-vous, c'est un peu on se jauge, ça va, vous allez bien, etc. On a vraiment... et je vous expliquerai le mode opératoire dans le cas de l'association quand on reçoit, où effectivement, Corinne a raison, on essaie d'abord, l'équipe qui m'accompagne, une équipe formidable d'ailleurs, je vous en donnerai quelques mots tout à l'heure, mais en fait on leur dit, il y a tout un rituel, bonjour madame, bonjour monsieur, un petit café, un petit thé, et on discute de tout et de rien. L'accueil, oui. C'est l'accueil qui est important. L'accueil est important, vous voyez, quand dans la prise en charge est importante. C'est-à-dire que vous avez, donc on commence à parler de tout, de rien, mais parce que le premier mot, c'est important, c'est compliqué, on ne se connaît pas, vous n'allez pas me dire, bonjour, je suis victime de violence. La personne, si elle vient auprès de nous, c'est que par essence, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit tout simplement, c'est de se dire, peut-être prendre au départ des renseignements. Alors souvent, ils disent, je viens me renseigner, c'est pas pour moi, c'est pour une cousine. Vous avez raison, votre cousine a besoin d'avoir des informations. Madame, asseyez-vous, un petit café, un petit thé. Alors, et finalement, la parole se libère et on discute.
On leur dit, si vous voulez pas donner votre prénom, vous donnez pas votre prénom. Vous êtes Stéphanie, Bernadette, ce que vous voulez. Et tout à l'heure, vous disiez, Corinne, donc là, c'est vraiment ce rituel-là. Pour revenir sur les enfants, et vous disiez que c'est important pour vous, mais du coup, on parlait tout à l'heure quand on a préparé l'émission. C'est l'avenir, quoi. D'abord, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et puis, vous disiez violence conjugale, violence familiale. On en discutait tout à l'heure. On en discutait hors antenne, oui. Et on disait justement, dans la violence familiale, c'est parce qu'on intègre les enfants. Et ce qui est quand même important, et c'est pas vous qui me direz le contraire, Corinne, c'est que les enfants, en fait, ils sont souvent oubliés de cette problématique-là. Et pourquoi, donc, nous, dans l'association et dans les différentes actions menées, on remet l'enfant au cœur de la problématique. Parce qu'un enfant, déjà, nous, adultes, quand on se dispute, on va voir la nuance, je me dispute avec une amie, avec mon compagnon, vous imaginez, déjà, on est très mal. Et nous, on a tous les codes. On est quand même censé être... Mais un enfant qui voit les deux personnes qu'il aime le plus au monde se déchirer et voire plus humilier donc l'autre, et ben lui se sent, tous ses repères volent en éclats. Et des psychiatres disent qu'en réalité, un enfant qui est du coup témoin de scènes de violence, c'est comme s'il assistait à une scène de guerre. Et là, si vous voulez... dans ce que je souhaite dire aussi à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est que l'enfant a une place centrale dans cette problématique et que, vous voyez, moi je me rends compte souvent quand je discute avec les victimes de violences, elle me dit, maître, non mais vous comprenez, je ne peux pas partir. Et pourquoi vous ne pouvez pas partir? Ah mais les enfants, c'est un bon père. Tout le monde, alors ça je peux vous dire, c'est un bon père. Et finalement, elle pense qu'en se soumettant, ou finalement, elle pense faire le dos rond en protégeant leurs enfants. Or, en réalité, sortir de cette situation. C'est sortir de cette situation. Bien sûr. Et c'est compliqué. Bah oui. C'est compliqué et du coup, ce que je veux dire, c'est que d'ailleurs, quand vous avez cité les phrases du site et qui est important pour présenter l'association, en disant que les enfants, vous disiez que c'est l'avenir, etc. Mais je vais aller au-delà, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que ce qui est important, c'est que peut-être que on pense protéger les enfants et je comprends, mais d'un autre côté on les protège pas parce que et c'est toujours là c'est statistique, c'est que un enfant qui est victime, il va être soit plus tard auteur de victime, auteur de violence, soit il va reproduire le schéma, soit finalement donc il est auteur, soit finalement il est victime. Et nous notre objectif et notre volonté, nous on est maman, voilà, au-delà de nos fonctions, de qui on est foncièrement, j'allais dire maman aussi, et c'est quand même ce qui est important parce que j'ai 3 enfants et c'est important et on travaille pour nos enfants, hein, je veux dire tout, enfin, même si on n'a pas d'enfants, je veux dire la vie fait que toutes les personnes qui nous côtoient, nos enfants sont l'avenir de ce monde et c'est de leur donner un monde meilleur que ce qu'on a eu. Et donc c'est pour ça que je dis ce qu'il faut, c'est d'abord avoir beaucoup de courage parce que ces femmes qui viennent, et je me permettrai de dire les femmes pour aller plus vite, hein, mais vous avez bien compris qu'on a parlé des statistiques. Les victimes qui viennent et de dire que finalement il faut, elles sont courageuses. Moi je dis celles qui poussent la porte de l'association, qui poussent la porte de mon cabinet, celles-ci c'est bon, elles sont sauvées parce qu'on va trouver des solutions. Mais toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore cette force-là, il faut que nous, on soit là pour eux. Alors, vous me prenez ma conclusion, mais bon, on va continuer à parler, mais je trouve que cette phrase-là, elle va totalement dans ce que vous êtes en train de dire. En fait, j'avais cette conclusion que partir dans une situation d'emprise, ce n'est pas du courage, c'est de l'héroïsme. Ah mais oui, mais voyez... je disais qu'en fait, vous devez vous aider les femmes à sauver leur vie et vous les aider à devenir des héroïnes. Oui, exactement, voilà, c'est ça, elles sont des héroïnes. Elles sont des héroïnes. Voilà, je voulais également dire que, en fait, bon, certes, vous êtes un tiers protecteur qui est extrêmement important. Vous avez raison, il y a d'autres associations
Il y a la fédération, enfin, il y a la Oui, FDFF, je ne me rappelle plus exactement Oui, du oui, nom, tout à parce que fait, c'est oui, de vous oui. dont il s'agit aujourd'hui, et c'est de vous dont je veux Oui. essentiellement parler, mais effectivement d'autres associations, et tant mieux, ce qui veut dire qu'effectivement c'est un sujet aujourd'hui qui interpelle, car on est face à des faits divers, comme vous avez donné des chiffres tout à l'heure, ce sont des chiffres réels, ce sont des réalités, et nous avons droit à un fait divers autant sordide qu'il n'en est tous les jours, que ce soit des assassinats, soit d'enfants, soit de femmes, monde d'hommes. Après, souvent on sait que plus ou moins quand il y a des infanticides, ensuite le parent se suicide. Enfin, c'est des situations extrêmement tragiques. Donc vous faites en sorte que ces situations puissent s'arrêter bien en amont et que surtout vous dites c'est possible de vous aider. Autant, je reviens souvent sur l'interview qu'on a fait précédemment, mais autant le 119 pour les victimes, pour les enfants maltraités, bon ben voilà, utilisez ce numéro, l'État, le gouvernement, la société fait en sorte d'avoir compris que c'est, ne serait-ce que c'est pour un problème de santé publique, quelque part. Donc, lorsqu'on s'intéresse à ces enfants, à ces femmes, à ces hommes, à ces victimes, on s'intéresse et on s'occupe d'un problème de santé publique. Et la justice, en fait, oui, la justice, moi je trouve qu'elle s'est saisie de ce problème. Je crois que ces dernières années, beaucoup de nouvelles lois ont été faites, car on s'est mis en face des réalités. On a compris que les femmes devaient être protégées dans diverses situations qui aujourd'hui se posent à nous. Je pense par exemple à la cyberviolence. Enfin, Oui. il y a des choses qui sont nouvelles. Tout à fait, Corinne. On va revenir là-dessus, mais juste Oui. peut-être pour Pardon. Non. C'était juste pour... On va parler de la loi et vous avez raison, il y a eu beaucoup d'avancées et on va voir Merci, là-dessus. je voulais effectivement mais vous avez raison, on va parler de ce volet-là, mais juste peut-être pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien. Tout à l'heure, à dessein, je vous ai dit qu'il y a certains qui pensent qu'ils ne sont pas victimes de violence et disent on me crache dessus, donc on ne me frappe pas. Je vous parlais de violence ordinaire, la violence de tous les jours. Bousculer quelqu'un, c'est la violence. Parler, dégrader quelqu'un en disant tu n'es rien. Moi, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit non, il ne m'insulte pas, il m'a dit tu n'es rien. Et je lui ai dit mais quelle violence, tu n'es rien. Mais moi, j'ai été choquée. Mais pour vous dire, certains banalisent. Et du coup, je pense qu'il faut quand même revenir. Alors, nous, on a... Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez de ça, puisque c'était la question que je me posais, Maître. À partir de quel moment est-ce qu'on est vraiment victime de violence? Vous avez parlé de violence ordinaire, de phrases assassines, etc. Mais comment est-ce qu'on peut finalement se rendre compte et prendre conscience bien qu'on est victime de violence familiale ou conjugale? Oui, Morgane, exactement. Mais moi, alors je sais pas, les auditrices et les auditeurs ne voient pas, mais verront. Mais moi, j'ai. Face à vous, je vais le mettre. Alors, face à vous. Oui. Ou vous me le donnez, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ça, alors je vais prendre le stylo pour qu'on voit bien. On va pas voir précisément, alors, mais juste pour vous. Alors déjà, à double titre, c'est intéressant parce que je vais mettre de l'autre côté. Parce que vous allez me dire, mais ce que c'est, en réalité, c'est le violentomètre, on va en parler, de savoir. Mais en réalité, j'ai été malade, j'ai eu le Covid il y a, on va dire, quelques mois. Ça va mieux, hein? Tout va bien. J'ai tellement de combats à mener que là-haut, on me protège pour que je puisse mener tous les combats. Et du coup, c'est une pharmacie qui a décidé pour sensibiliser les citoyens aux violences. Donc a donné un sachet, donc voilà, en plus cyclable, etc. Où précisément on dit, alors j'ai deux choses, après je vous parlerai du violentomètre pour répondre à votre question Morgane, et justement c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Des professionnels sont engagés à vos côtés, il n'encaissera pas les coups aussi bien que vous. J'ai oublié de vous dire, quand on parlait des chiffres, un enfant sur 5 décède des coups de ses parents. Voilà. Donc ça aussi c'est important de le souligner. Bien sûr. Et du coup dans le violentomètre, juste quelques exemples. Alors le violentomètre c'est quoi? C'est comme une règle en disant au départ tout va bien. Alors, je vais mettre les lunettes parce que je vois plus très bien. Respecter, alors quelqu'un qui dit
respecter tes décisions, tes désirs et tes goûts, tout va bien, donc c'est vert, profite. Ouais. Ensuite, accepte tes amis et toute ta famille, a confiance en toi, est content. Ensuite, on commence à devenir vigilance. Faut commencer à dire stop. On commence à faire de l'orange. Te fait du chantage si tu refuses de faire quelque chose. Rabaisse tes opinions et tes projets. Se moque de toi en public. Est jaloux et possessif. Te manipule. Contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage. Le téléphone aussi. Fouille tes textos, mail, appli. Insiste pour que tu lui envoies des photos intimes. Alors après, il y a aussi, vous avez bien compris, ce côté d'ordre sexuel. T'isole de ta famille, de tes proches. T'oblige à regarder des films porno. T'humilie et te traite de folle quand tu lui fais des reproches. Pète les plombs. Alors ça, c'est souvent lorsque quelque chose lui déplaît. Menace de se suicider à cause de toi. Menace de diffuser des photos intimes. Te pousse, te tire, te donne des gifles, te secoue, te frappe, te touche les parties intimes sans ton consentement, t'oblige à avoir des relations sexuelles, te menace avec une arme. Et là, c'est pour vous donner un petit peu, vraiment, là, hein, pitié, on arrive vraiment à des... Tout à fait. Et j'allais vous dire... graduation. C'est vraiment une graduation, une règle pour vraiment montrer la violence. La violence ordinaire, c'est que on est souvent, dans des cas que j'ai, bon, il y a des cas extrêmes évidemment, mais là, je pense que les victimes se rendent compte, elles sont victimes. Mais certaines, facile pour les repérer. Voilà, Quoi. mais certaines ne pensent pas, se disent, voilà quand il dit fouille tes textos, bon, il est jaloux. Vous voyez, la jeune femme que j'ai eu au téléphone, elle me dit, oui, il pète souvent les plombs. Bah oui, mais quel pont, c'est pas... J'avais entendu une fois que la jalousie, c'était la mauvaise pioche de l'amour. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que... et du coup, ça, pour vous dire, Morgane, comme vous, Corinne, avant d'avoir été très sensibilisée dans le cadre de l'association, au-delà de ça, j'ai beaucoup travaillé, et ben ça, je l'ignorais, ça, ce violentomètre. Voilà, et heureusement, ça a été, on l'a quand même, on essaie vraiment de le diffuser, d'en parler de plus en plus, parce que je me rends compte que beaucoup ignorent qu'on est victime d'eux-mêmes. Au-delà de ça, il y a aussi un point que je tenais à souligner sur ces violences. Donc, il y a ça, on se rend compte quand on est violence. Il y a la violence physique, la violence psychologique, on en parlait, mais la violence économique aussi. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui sont en dépendance économique de leur conjoint et finalement qui ne peuvent pas partir, ou en se disant si je pars, d'abord ils ne peuvent pas partir déjà parce qu'ils n'ont pas d'argent, on leur prend la carte bleue, etc. Et au-delà de ça, elles disent mais moi je ne veux pas mettre mes enfants dans une situation précaire. Absolument. Et aussi ce qui est important, et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même important. On pense que la victime, elle a un visage, on va dire, de la femme, un petit peu la pauvre femme. La victime, elle est, je dis toujours, ça peut être votre sœur, ça peut être votre cousine, votre fille. C'est de tout milieu socio-professionnel. Et moi qui suis, on parlait, je viens du 17e et mon cabinet dans le 17e. Je reçois des hommes, des femmes victimes, et c'est de tous les quartiers du 17e, la problématique, et des femmes, alors je le dis toujours parce que on a toujours un peu le portrait robot de la victime qu'on imagine, mais moi les femmes que je reçois, elles sont belles, elles sont intelligentes, cultivées, même de l'humour, beaucoup d'humour, et on se dit mais non, c'est pas possible. Et là aussi c'est un frein, parce qu'il y a aussi la pudeur, elles n'osent pas dire, parce que quand on voit comme ça, elles font attention, on ne peut pas imaginer que derrière ces femmes-là se cache l'enfer. Et du coup, ces femmes-là mettent beaucoup plus de temps à venir, et moi j'ai souvenir d'une jeune femme qui a cette description, où elle a décidé vraiment pour avoir du soutien de venir avec sa sœur. Et donc elle va, elle se met à nu, elle explique ce qui lui arrive, et elle nous dit à ça. Et elle commence à expliquer avec force de détail. Donc je trouve que c'est quand même courageux, et c'est de parler de son intime à quelqu'un qu'on connaît à peine. Et sa sœur lui dit non, c'est pas possible. Mais toi avec ton caractère, non allez, tu plaisantes. Et là, elle s'est refermée comme une huître. Je ne l'ai plus jamais revue. Il y a aussi l'entourage. Je sais que c'est compliqué.
parce que l'entourage a envie d'aider et finalement, c'est contre-productif. Il y a aussi l'entourage à éduquer. Et c'est aussi pour ça je vous remercie à nouveau de me donner la parole, mais aussi c'est important pour l'entourage de dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut aider. Et du coup, comment on peut aider, déjà, c'est d'être attentif, vous voyez, de pas couper le lien, même si finalement il dit je peux pas te parler, ou si la personne est peut-être désagréable, continuez, trouver des moyens de voir cette personne, qu'elle sente que vous êtes là. Et ça, c'est quand même vraiment le meilleur conseil, et de même de faire des signalements. Vous pouvez faire des signalements. Alors, non seulement vous, mais également les médecins traitants Bien ou sûr. les personnels de soins, avec l'assentiment de la personne, Exactement. peuvent faire des signalements au parquet. Donc, ça, c'est vraiment... tout ça, enfin, tout ce que vous racontez, c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ces femmes, elles ont l'image de femmes fortes à l'extérieur, donc c'est d'autant plus difficile Exactement. de pouvoir dire, eh ben, écoute, pas tant que ça. Et quand on vous entend, et on parlait de ces fameuses définitions, le sens des mots, c'est tellement important. La violence, c'est un abus de la force, c'est un abus de force. Alors après, cet abus de force, il peut se situer sur tous les systèmes dont vous avez parlé. Ça peut être les violences sexuelles, ça peut être les violences économiques, ça peut être les violences de menaces envers les enfants. Il y a toute une sorte de violence, tout un éventail de possibilités autour de ce que peut être la violence. Souvent, ce sont des femmes qui sont sous emprise. Oui. Donc ça aussi, vous allez les aider. Oui. On va en parler, mais c'est extrêmement important. Que vous allez les aider, en fait. Vous allez être ce fameux tiers protecteur qui peut les sortir de cette emprise. Vous allez les aider à penser le danger. Vous allez miser sur leur sécurisation et vous allez leur dire effectivement, vous n'êtes plus seul. Et ça, c'est extrêmement important parce que derrière cette image forte, comment pouvoir penser, mais cette situation-là, moi, je ne pourrais pas m'en sortir de cette situation-là. C'est extrêmement compliqué. Et plus les femmes sont fortes, et plus elles ont du mal à effectivement penser la souffrance et le côté victime comme cela. Et vous parliez de ce qui peut être énoncé en violence, mais il y a les insultes, effectivement, je ne suis pas dans le violentomètre, ça c'est extrêmement important, ça puisse être distribué en pharmacie avec ces images tellement fortes, recto verso en fait. Il y a les humiliations, il y a la dégradation de la personne, il y a comment on dévalorise une personne, comment on lui fait des critiques, soit détournées, soit fausses, et soit on peut utiliser les enfants aussi pour la dénigrer. Il y a l'impulsivité de ces personnes, et puis il y a ces fameux cris qui peuvent être des violences psychologiques énormes, en fait, et les personnes sont souvent en hypervigilance face à ça. Et du coup, soit elles se soumettent et rentrent dans le jeu de cette personne pour ne pas avoir à subir, et les enfants, comme peuvent faire les enfants d'ailleurs, ou alors, quelque part, elles vont vouloir se défendre et affronter leur courroux. Et souvent, pour les enfants, ces personnes, j'ai envie de dire, deviennent des victimes, et elles ne veulent surtout pas dénoncer cette personne parce qu'elle pourrait être encore plus violente. Parce que alors, c'est intéressant ce que vous venez de Corinne, parce qu'il y a aussi un point qu'on oublie souvent de souligner. Alors après, je citerai Marie-France Irigoyen, je vais peut-être commencer par elle, et après je vais vous dire... Et sur le harcèlement. Sur l'emprise, parce que Marie-France Irigoyen me disait à juste titre, j'ai longtemps cru que la violence conjugale ne me concernait pas, parce que mon mari ne me battait pas, mais en fait, j'étais si soumise qu'il n'avait pas besoin de me frapper pour que je fasse ses 4 volontés. La violence physique n'est apparue que quand j'ai commencé à résister. En fait, j'ai encore la chair de poule quand je vous dis ça, mais en fait, ce qu'on oublie, on banalise l'emprise. Et là, on parlait de cette difficulté même par rapport aux enfants, c'est que cette emprise-là, finalement, vous dites à juste titre, Corinne, et ça on le sait, on le dit moins, on va utiliser les enfants. Je reprends toujours l'exemple de cette jeune femme de ce matin parce que c'est tellement frais dans ma tête. Et elle me disait, ce qui est dur, parce qu'elle m'a appelé pour qu'on trouver une séparation, et elle me disait ce qui est le plus dur, c'est que maintenant il utilise les enfants contre moi. C'est-à-dire qu'il va dire, ah vous avez vu, maman elle n'est pas gentille. Hein. Ah non mais si je crie, non mais parce que maman, vous avez vu ce qu'elle m'a fait. Mais attendez, le plat il était infect. Et souvent, ces victimes, lorsqu'elles sont en trauma,
Elles ont tendance à être nerveuses et irritables. Alors, et là on va revenir. Merci Corinne de me donner la possibilité de vous répondre. Parce que je parle avec une de mes collaboratrices, juste avant, elle me dit, oh Vanessa, parce que je dis, il faut que je parte, excusez-moi Magali, je pense à elle, d'ailleurs Magali, si vous m'écoutez, elle me dit, je dois partir, elle me racontait justement qu'il y a des femmes qui sont tellement en situation d'injustice parce qu'on ne les entend pas, que finalement, elles font le jeu de leur bourreau. C'est-à-dire que le bourreau, il porte beau, il arrive, il dit, je vous en prie madame, et moi j'appelle le syndrome de la tasse de thé. C'est quoi le syndrome de la tasse de thé? Il faut une enquête sociale. Il dit, je vous en prie, vous voulez un petit café, un petit thé? Et finalement, comme c'est des gens qui connaissent l'emprise, ils savent comment agir, c'est intelligent, et ben ils mettent dans leur poche qui l'enquêtrice sociale. C'est des personnes manipulatrices. C'est des manipulatrices, c'est des pervers. Et la femme, justement, la personne victime de violence peut avoir peur de se confier et de parler, de peur de ne pas être forcément crue face à cette personne influente. Mais exactement. Et plus que ça, j'allais vous dire, Morgane, pire que ça, c'est-à-dire que comme elle se sent pas entendue, elle va surjouer. Et c'est elle qui va être considérée comme désagréable. Et dans le dossier auquel je pense, et du coup, c'est ce qui s'est passé pour l'enquête sociale. On a obtenu une décision, enfin c'est Magali qui a obtenu une super décision, finalement donc la voix de cette jeune femme a été entendue avec les deux enfants. Les deux enfants ont porté plainte contre le papa en disant qu'il vivait une violence habituelle. Le papa est arrivé avec un couteau en disant soit tu me laisses les enfants, soit je les tue et je me tue après. Enfin, bon, voilà. Donc la police est intervenue, mais le temps qu'ils interviennent, ils n'ont pas pu faire flagrant délit, donc, la plainte a été prise. Finalement, une belle décision, enfin en tout cas, je pense qu'il était juste, en mon âme et conscience. Enquête sociale qui a été diligentée, et ils disent qu'en fait, les enfants sont en emprise de la mère et qui prononcent une résidence alternée. Et finalement, les enfants, à l'idée d'aller voir leur père en résidence alternée, a menacé 10 ans de se suicider. Donc horrible, très compliqué. Et finalement, la mère a été entendue à nouveau pour que sa voix soit entendue. Elle s'est énervée. Et donc, du coup, ça a été contre-productif. Ouais. Mais parce qu'à un moment donné, moi, je me mets à leur place, je comprends. Elles ont un sentiment que la voix ne soit pas entendue et que, bien sûr, ça continue. Et ça continue. Et que ça continue. Et du coup, moi, ce que je disais à Magali en disant, mais dans ces cas-là, et là, le rôle de l'association aussi, comme le rôle de l'avocat, à ce moment-là, c'est d'être avec la personne. On est avec vous en salle d'attente, on va pas aller, on peut pas être, mais à la limite on est là, nous on les prépare, on les coach, on les sécuriser, on les sécurise, la sécurisation des victimes. Exactement. Et ça c'est important. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure Corinne on parlait de dire ce qui est important, c'est de dire elles sont pas seules. Et ça vraiment c'est de le dire et de le redire. On dit souvent que pour qu'une victime parte vraiment définitivement, il faut 7 allers-retours. Ah oui. Donc et on sait parce que à un moment donné il y a peut-être aussi cette frustration de certaines personnes en disant je l'ai aidé, j'ai essayé d'entendre, mais il y a aussi ce chemin-là. Alors, je n'ai pas oublié votre question, Corinne, sur l'aspect législatif et vous m'avez demandé l'évolution. Oui, mais c'est pas grave, on y viendra après, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses, on ouvre sur Wikipédia, on va trouver un échelon de... Mais vous avez raison, mais en fait, lois qui ont été sorties il y a pas très longtemps. Ce que je veux dire, c'est que... Et ça s'adapte parce que l'individu est tellement... L'humain est tellement divers et varié que les lois s'adaptent aussi. Mais surtout, ce qui est important de dire... c'est que vous avez raison, c'est divers et varié. Et moi, je dis, et pourquoi, enfin, vous avez pu me poser la question, mais pourquoi finalement j'ai créé une association de lutte contre les violences familiales, alors qu'en tant qu'avocat, quelque part, moi, je mets ma pierre à l'édifice, j'aide des personnes, etc. Parce que après 20 ans d'expérience professionnelle, je me suis rendu compte que la voie judiciaire est qu'une réponse. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Moi, on va aller, une personne va me voir, elle va me dire, voilà, maître, pouvez-vous me divorcer, pouvez-vous me séparer? Je vais obtenir une super décision, ou pas bien d'ailleurs, mais j'ai obtenu une décision, en tout cas la personne, officiellement est séparée. Le père reste le père. Et après. Voilà. Et après. Pendant 20 ans, jusqu'à, alors plus ou moins en moyenne, parce que ce que disent les textes, c'est ce que vous êtes tenu d'une pension alimentaire jusqu'au que l'enfant soit en état de pourvoir à ses besoins, c'est-à-dire avoir le SMIC. Donc vous allez avoir ce lien pervers, parce que lui c'est le lien qui est pervers. Donc il va utiliser les enfants
pour vous dire ta tenue franchement, oh non, t'as une tête, mais qu'est-ce que t'es moche, hein. Et du coup, ce lien-là, cette emprise-là, elle perdure. Donc lui, il refait sa vie, il n'y a pas de problème, mais elle ne doit pas refaire sa vie. Et on est là, on veille. Et du coup, c'est un cas parmi d'autres. Mais l'exemple, voilà. C'est des exemples. Mais ce que je vous dis, c'est que tout ça pour vous expliquer que c'est la voie judiciaire qui est une réponse. Et moi, je me suis dit, mais... Qui est une réponse, c'est souvent, quelquefois, excusez-moi, je vous interromps pour pouvoir dire ça, parce que quelquefois, il y a des décisions judiciaires qu'on peut trouver extrêmement étonnantes. Par exemple, un papa violent qu'on va plus chercher, on va quand même continuer, on va médiatiser les visites, voilà. Et donc du coup, on comprend pas, on dit mais je ne comprends pas, il continue à avoir papa, etc. Mais parce que quelquefois, c'est très compliqué de pouvoir prendre des décisions de justice, justement parce qu'on a affaire à de l'humain et qu'il faut essayer de sécuriser la situation le plus possible. Et les juges essaient de trouver la solution la plus adéquate, mais qui peut être effectivement quelquefois très difficile à comprendre pour des personnes. Mais justement, on fera l'état de lire après dans les pros. Non, pas du tout. Ça, mais ça m'a fait penser à des cas concrets vous avez raison. Où je me disais, mais c'est pas possible. Il est dangereux ou il est violent, mais on essaie de faire en sorte que... Alors, je vais venir là-dessus. C'est parce que je me mets à la place des magistrats et on va voir que nous, à Vif, on a beaucoup travaillé. Là, ces derniers temps, on a fait une réunion de bureau il n'y a pas longtemps en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, humblement, moi, je vous dis, je ne suis qu'avocat. C'est-à-dire que moi, je ne suis là je prends une cause ou en tout cas, je défends... Mon travail, c'est de défendre une personne. Et à la limite, même si la personne, j'estime qu'elle n'est pas dans son bon droit en tant que telle, sur le plan humain, mais en tout cas, moi, en tant qu'avocat, je dois la défendre en mon âme et confiance. Sinon, je dois invoquer ma clause de conscience ou lui dire, écoutez, je ne suis pas en état de vous défendre, allez voir quelqu'un d'autre. Donc moi, quand je prends un client, un dossier, je dois l'amener, à terme et surtout avec une issue que j'estime favorable. Mais j'allais dire, moi, je ne suis pas magistrat. Et je comprends la difficulté d'un magistrat, parce qu'à un moment donné, vous avez 2 sons de cloche. Vous avez peu de temps, d'ailleurs peu de moyens, vous le savez bien, pour juger d'une situation familiale. Alors, ça peut être vraiment compliqué, donc c'est pour ça qu'on parlait d'enquête sociale. Parce que souvent, les magistrats à titre provisoire vont prendre une décision et vont dire, je demande à des professionnels, à un enquêteur, de voir rentrer dans l'intime de cette famille pour savoir, de prendre la décision la plus juste. Mais ce qui est important aussi, c'est que certains ne sont pas bien formés. Certains enquêteurs vont dire, le cas de ce couple que je vous ai décrit il y a quelques minutes, où à mon avis, ils sont allés directement dans le piège qui a été tendu par l'auteur des faits. Donc, pour moi, je dis c'est compliqué de prendre des décisions. Et c'est vrai c'est très paradoxal parce qu'on est à l'ère de la coparentalité. On veut aller sur une résidence alternée. À partir du moment où le père demande une résidence alternée, par essence, le magistrat doit répondre à cette demande-là. Mais justement, là, dans l'évolution législative, etc., et on va en parler, parce que je fais peut-être le lien sans vous donner les dates, peu importe, mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, en fait... Je vous interromps juste pour dire, on a l'impression d'être en train de prendre le thé toutes les trois. Alors j'espère que les auditeurs nous écoutent. Bien sûr. Et qu'effectivement, qui n'hésitent pas à appeler. Qui n'hésitent pas à appeler. Je rappelle juste le numéro, bien entendu. C'est le 08 90 37 38 38 pour témoigner, poser une question, intervenir en direct. 08 90 37 38 38. Et si vous voulez, on peut faire une pause musicale. Non, Vanessa va... non, je l'ai interrompu, je m'en excuse. Non, mais après... Non, ça m'intéresse, on était dans la... Oui, mais en même temps, je suis toujours un petit peu, comment dire, c'est-à-dire que je pense que franchement la justice, chacun en étant dans son rôle, on essaie de rendre la meilleure justice qui soit. Les choses sont tellement compliquées
parce qu'il y a, il y a la clameur publique, il y a les décisions politiques, il y a tout ça, on doit faire fi de ça et essayer de rendre la meilleure justice possible, tout en, je pense par exemple aux lois sur l'enfance, sur la protection de l'enfance, etc., tout en essayant de ne pas oublier ce que sont les enfants, c'est extrêmement compliqué. Et si je vous dis ça, c'est parce que là, on a tendance à un petit peu à rigidifier et à rendre la justice pour enfants un petit peu plus difficile. Mais les juges ont le devoir de ne jamais oublier quel est l'intérêt de l'enfant et comment protéger l'enfant, etc. Et c'est ce qu'ils essaient de faire au mieux. Je pense que la société, si la justice, si on rendait moins bien les décisions de justice, elle serait beaucoup plus mal. Oui, non, mais après, je dis, c'est un rôle de magistrat qui est compliqué. Et je dis, mais nous, l'idée, en tant qu'association, en tant que... Voilà, moi, je veux dire, je me mets en dehors d'avocats, mais c'est quand même important de pouvoir essayer que nous, la vérité soit... voilà, que la justice soit rendue et qu'il y ait vérité, parce que sinon, c'est des victimes et encore plus, on est doublement victimes. Alors, on peut faire une pause et après, je parlerai de tout l'arsenal législatif. Très bien. Hein, il est très difficile d'évaluer effectivement le danger et de mesurer les degrés de dangerosité que présentent les personnes. Et il faut évaluer effectivement le degré de dangerosité. Absolument. Alors on va faire une courte pause musicale, le temps aussi pour nos auditeurs de composer le numéro pour leurs questions et témoignages. Pour participer sur Radio Ici et Maintenant dans l'émission L'invité de Corinne, pour poser votre question et tout simplement partager vos témoignages, vous pouvez nous appeler au 08 90 37 38 38. Je répète, 08 90 37 38 38. Et nous reprenons notre émission sur Radio Ici et Maintenant, l'émission L'invité de Corinne avec Corinne Lamy qui accueille Maître Vanessa Elkaïm-Riemer, avocate au barreau de Paris, docteur en droit, fondatrice et présidente de l'association AVVIFE, AVIF tout simplement. Nous allons poursuivre la discussion et l'échange. Dans quelques instants, justement, on va ouvrir le volet législatif pour voir l'évolution qu'il y a eu ces dernières années par rapport à toutes ces questions que nous avons abordées ce soir. Juste avant d'entrer dans ce volet, j'avais une question, Maître, puisque on a vu ce baromètre dont vous nous avez parlé, on a pu parler aussi des disputes au sein des couples qui finalement impactaient plus l'enfant qu'autre personne. Justement, est-ce que, puisqu'au sein des couples, j'imagine qu'il y a souvent des disputes, à quel moment se rendre compte que cette dispute est une simple dispute et que cet échange est plus qu'une dispute. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre la question. Bien, c'est une question extrêmement pertinente et d'ailleurs on en parlait toutes les trois hors antenne il y a quelques minutes. C'est vrai de se disputer, c'est sain dans un couple. Mais finalement, dans une dispute, alors je ne sais pas si certains me voient, mais on est sur un pied d'égalité. Corinne, vous allez avoir une opinion, moi je vais dire, on n'est pas d'accord, mais on va être argument contre argument. Oui. L'objectif, c'est qu'on puisse dire, finalement, toi, tu es, je sais pas, pour une vie, partir aux États-Unis, moi je dis non, j'ai envie de rester en France, et du coup, on n'est pas d'accord. Donc on se dispute. Mais à aucun moment, j'ai envie, tout simplement, d'avoir l'ascendant sur vous, Corinne. Justement, dans la violence, c'est-à-dire que c'est une volonté d'asseoir sa domination sur l'autre. C'est de dire, de rappeler par le biais de disputes, ou en tout cas de scènes de violence, de dire que c'est moi qui dirige, c'est moi qui, de toute façon, qui mène le lead du couple. Et donc, c'est vraiment cette volonté de domination. Moi, j'avais même une définition qui avait été donnée et là-dessus, il y avait des médecins qui, alors Roland Coutenceau pour ne pas le citer, qui dit le conflit est un mode relationnel interactif fondé sur un désaccord ponctuel auquel il peut trouver une solution. Le propre de la violence est de refuser de placer l'autre sur un pied d'égalité et de nier sa qualité de sujet. Et de dire, donc, au contraire, la violence conjugale sont déclenchées par l'auteur sous n'importe quel prétexte
et vise à vérifier et réaffirmer sa domination sur la victime. Donc c'est vraiment des définitions que je vous ai données pour vraiment expliquer que que vraiment ça a été, je veux dire, scientifiquement prouvé, et j'allais dire surtout, et on a tenté de trouver une définition. Donc se disputer, pour moi, c'est effectivement, on en parlait, Morgane, en antenne, moi je peux me disputer avec des gens, mais finalement, j'ai pas une volonté de dire de dominer l'autre personne. Donc ça, c'est vraiment important, et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices comprennent vraiment cette différence qui est fondamentale, parce que l'auteur de violence, justement, va dire, bon, écoute, on se dispute, c'est normal, bon, j'étais un peu énervée, hein. Mais tu sais, bon, j'étais énervée, mais c'est toi, mais c'est toi. Ah, mais c'est toi, regarde. Oui, je me suis énervée, mais t'as mis ta jupe aussi, tu as guiché tous les mecs. Voilà. Et ça, finalement, j'ai une jeune femme qui me disait, mais maître, vous savez, il m'a retourné le cerveau. J'ai une jeune fille qui disait qu'en fin de compte, il l'a frappée comme ça, et elle avait des bleus. Et elle lui dit, mais bon, tu sais pas rigoler, bon, ça va, je t'ai donné un petit truc, c'était pour rire. Voilà. Voilà. Et donc, en réalité, elle me dit, je ne savais plus. Comme j'avais jamais eu de petit copain, je trouvais que c'était peut-être moi qui me trompais, que c'était pas normal. Alors justement, on avait abordé ça tout à l'heure, bon, on va prendre les lois, etc. Mais on avait fait le constat que la violence, ça ne s'arrêtait pas avec la fin de la vie conjugale, quelque part. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on disait. Et donc, c'était comment protéger et comment ce tiers protecteur puisse comment faire, comment les protéger. Avant de parler effectivement du volet législatif, regarde, on continue sur ce volet-là, mais c'est vrai et du coup, c'était pour expliquer que beaucoup, et vous avez raison, la justice permet de peut-être être une réponse aux violences, mais pas que. Et quand tout à l'heure je vous ai dit ce qui m'a amené en tout cas c'était criant de créer cette association avec une dizaine de femmes qui m'entourent, c'est finalement de se dire la réponse judiciaire est une réponse. Parce que quand la décision a été prise, alors une séparation, etc., d'abord, vous savez, les décisions en matière d'affaires familiales ne sont pas immuables, donc quand il y a un élément nouveau, on peut bien sûr ressaisir le juge, donc c'est on change. Et tout à l'heure, Corinne, à juste titre, vous avez dit, et vous avez les bons réflexes de magistrat, c'est de dire l'intérêt de l'enfant est important. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que il faut penser à l'après. Et je ne sais pas si Corinne, vous vous rappelez, quand je crois hier on en discutait pour préparer cette émission, et je vous ai dit, il faut que ces femmes soient fortes. Et être forte, et c'est ce qu'on apprend dans le cadre de l'association. On a une association pluridisciplinaire, donc je vous ai dit, on a des psychologues, on a des coachs de vie, c'est-à-dire des gens qui vont vous aider pour reprendre le lead de votre vie, de reprendre confiance. On a même faire du sport aussi. J'avais rencontré quelqu'un qui faisait de la boxe, qui faisait du taekwondo, des sports, pour dire que, d'ailleurs, il y a un très beau film, justement, sur cette femme, alors le nom m'échappe de ce film, mais qui est extrêmement intéressant. Vous avez une femme qui a été victime de violence pendant des années, et elle décide de partir quelques mois et de reprendre, en fait, le pouvoir de sa vie, sur sa vie, et elle décide de faire un sport de combat pour pouvoir affronter, c'est ça, affronter son ex-compagnon. Et du coup, voilà, et elle va mieux, et du coup, le fait de reprendre confiance, parce que quand on a dit tu es pas intelligente, t'as eu ton diplôme dans une pochette surprise, t'es comme ça, mais c'est pas possible, mais sans moi tu serais rien, sans moi tu n'es rien, t'es dans le ruisseau, etc. Toutes des phrases qu'on peut trouver et qui font en fait finalement tellement écho que finalement vous n'avez plus confiance. Et donc le fait d'avoir des gens qui vous donnent confiance, on fait comme des thérapies, c'est-à-dire que là on va mettre en place prochainement des ateliers d'écriture, et du coup pour permettre à ces femmes, ces hommes de pouvoir s'exprimer. Et le projet, puisque du coup je vous parle de tous ces projets-là, mais nous l'objectif c'est que ces femmes aillent mieux. Et puis tout à l'heure, je vous lirai le témoignage de Marie, où justement elle s'en est sortie, c'est pour ça qu'elle témoigne. Et comme je vous dis, on est dans une volonté d'être positive et de permettre à nos auditeurs de se dire je me projette, et de positivement, de dire qu'on peut s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous dis, on a à la fois aussi des gens qui sont spécialistes de la petite enfance,
pour pouvoir lever les verrous en disant ah non, je veux rester à cause des enfants. Ah, mais attendez, je vais vous expliquer les enfants, comment ça se passe, etc. Donc, en fait, j'ai même quelqu'un qui est spécialiste du religieux en disant ah, vous savez pas, parce que dans notre communauté, alors c'est quelqu'un qui est spécialiste du religieux, je dis dans toutes les religions ou dans les communautés, la communauté africaine, la communauté intel, la communauté asiatique, dans toutes les communautés, vous avez des idées, peut-être des verrous qui font que finalement vous partez pas. Et donc voilà, on a vraiment des gens qui, voilà, humblement, j'ai essayé d'imaginer avec toute mon équipe qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour aider ces victimes et se reconstruire. Est-ce qu'elles prennent une décision? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a l'après, en fait. Il y a l'après, et également, en fait, comment les aider, on en a parlé tout à l'heure, à se défaire de l'emprise, et également la prise de conscience pour aller jusqu'au signalement. Alors, parce que souvent, en post-trauma, il y a une sorte de déni qui s'installe aussi, et le trauma peut même amener des séquences d'amnésie. Alors, et elles ne se souviennent pas, ou elles disent ah ben non, le lendemain matin, je me suis levée, j'ai pu affronter ma journée, le petit a pu aller à l'école, et puis aujourd'hui c'est calme, demain ça sera moins calme, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, et vous pouvez les aider en étant le soutien, le lien, vous en avez parlé tout à l'heure, parce que le lien, on rentre dans l'affectif quand on parle de lien, et c'est des gens qui manquent effectivement de ça, de cette affection-là, et vous avez parlé très justement aussi du cadre familial, qui quelque part, et d'autant plus aujourd'hui, on est dans une situation, dans une société, où c'est extrêmement compliqué parce que chacun a son quotidien, a sa vie à mener, et la vie de l'autre, et ben c'est un peu qui se débrouille, quoi. Qui se débrouille. Et on a, excusez-moi, du coup Vanessa, je parle, ça va peut-être des entretiens un peu simplés, mais c'est vrai qu'on a la société, peut-être parce qu'on est dans une société de consommation, a fait des catégories. Il y a l'enfant, il y a l'adolescent, il y a l'adulte. Alors on doit être adulte normalement à partir de 18 ans. Bon, nous on voit dans la justice pour mineurs, ben voilà, à 18 ans on part par exemple pour la détention, d'une détention protégée, à d'un seul coup une détention pour majeur, alors qu'à 18 ans plus un jour on reste encore toujours peut-être un enfant, hein, voilà. On veut que la justice soit plus sévère pour les jeunes dès 16 ans, après on entend des 13 ans, des 11 ans, alors qu'on est dans la complexité de l'enfant, de l'éducation, du culturel, de tout ça, mais bon, on essaie, en tout cas, je reviens sur les catégories, donc voilà, à 18 ans, on est censé être adulte, ou majeur, donc on est censé être adulte, pouvoir prendre des décisions, donc vous devez aider à être dans l'humain, dans la vie, et au plus juste de la décision, comme vous l'avez expliqué, que vous pourriez prendre pour la personne qui est en face de vous, mais qui a besoin, suivant la difficulté qu'elle traverse, qu'elle soit matérielle, psychologique. Alors il y a la charge de la preuve dans la justice, et c'est vrai que dans les violences physiques, c'est extrêmement presque facile. On va aux UMJ, c'est plus facile. Alors, on va peut-être expliquer. Pardon, allez-y. Oui, non, ce que je veux dire, au lieu de parler, j'allais dire, Corinne, tout à l'heure, vous direz à nos auditrices, à nos auditeurs, peut-être les grandes lois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est concrètement, et si je veux dire concrètement, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, concrètement, je suis victime de violence, ou mon entourage est victime de violence, qu'est-ce que je fais? Déjà, sachez quand même que la loi a beaucoup changé, est beaucoup plus protectrice des victimes. On a, vous voyez, on en parlait beaucoup début 2000, beaucoup d'évolutions de plus en plus favorables. Aujourd'hui, il y a deux volets, il y a l'aspect volet pénal et le volet civil. Pénal, bon, que beaucoup d'auditrices et auditeurs connaissent, c'est-à-dire que demain, j'estime que je suis victime de violence. Alors, vous l'avez dit, et Corinne, je rebondis, la violence physique, c'est beaucoup plus facile à démontrer, parce que j'ai des bleus, je vais au commissariat, je veux dire, il m'a frappé, on va faire les photos, bien sûr, les officiers de police judiciaire ne font pas les photos, on les envoie aux unités médico-judiciaires, les UMJ, et en fonction du taux d'ITT, en fin de compte, c'est correctionnalisé ou pas. Il y a aussi les répercussions psychologiques, parce qu'on parle des violences physiques, mais si vous avez ce qu'on appelle la violence habituelle, ça fait des répercussions sur le plan psychologique. Donc ça, dans ce triste constat, pour les victimes, c'est peut-être le schéma le plus facile.
Parce que dans ce cas-là, elles ont des preuves tangibles de l'enfer qu'elles ont vécu. Donc, il y a une plainte qui est déposée. Attention, et je le dis bien à toutes les personnes qui nous écoutent, que je ne peux pas, depuis la loi Darmanin, aller pour faire une main courante. On ne parle pas de main courante. Obligatoirement, c'est un signalement au procureur de la République. C'est-à-dire que je dis, voilà, j'ai subi des violences, telles qu'on les a décrites, celles qui sont plus faciles à démontrer, hélas, ce sont les violences physiques, mais vous pouvez très bien parler de violences psychologiques, du harcèlement. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que le procureur va être informé et une enquête va être diligentée pour justement que la réalité des faits soit démontrée. Ça, c'est dans le schéma, j'allais dire, un peu le plus facile, hein, donc une plainte voilà, qui n'est pas classée. Je dis quand même que si, par l'extraordinaire, la plainte était classée pour des raisons que j'ignore, vraiment un conseil que je dis aux auditeurs et aux auditrices, c'est de dire dans ce cas-là de se constituer partie civile, ce qui permet de mettre en mouvement l'action publique, l'action civile. Alors je fais rapide, c'est-à-dire que tout simplement, vous avez la possibilité qu'une enquête, d'obliger à faire une enquête. On ne dit pas que on va obligatoirement avoir un renvoi devant le tribunal correctionnel, mais en tout cas, vous avez la possibilité, vous également, de pouvoir que les éléments soient entendus et de peut-être faire en sorte que la machine judiciaire soit à nouveau enclenchée. Donc ça, c'est dans ce schéma-là. Vous pouvez, et ce qu'on en parlait tout à l'heure avec vous, Corinne, c'est-à-dire que le plus difficile au niveau de la preuve, c'est précisément quand je suis une violence psychologique, hein, les insultes, c'est ma parole contre celle de l'auteur présumé des faits. Et qu'est-ce que je fais? Il va falloir utiliser peut-être l'entourage, les parents, ils ont un lien direct, mais peut-être les voisins, en fait, en cas de voisinage, de savoir aussi à l'école, je dis l'école parce que les enfants, ils sont victimes directes, hein, on le sait bien, mais vous pouvez très bien, si vous êtes victime de violence psychologique, il va te faire une dépression, et du coup le médecin va dire oui, elle est dans un état de dépression. J'allais vous dire, souvent en fait le corps le corps parle, et il y a le cortisol neurotoxique, enfin quelque chose qui est extrêmement destructeur sur le corps, qui peut venir que du stress psychologique. Mais il y en a qui ont des plaques, il y en a qui font de l'eczéma. Mais là encore, les plaques, l'eczéma, c'est apparent, on peut prouver quelque chose, mais quelquefois, cette fameuse hormone qui de la toxicité pour le corps, on ne la voit pas, mais elle détruit les organes, elle détruit le corps. Donc après, le corps, et donc le médecin, là, a effectivement... mais après, il y a la situation au domicile, et c'est là où vous intervenez, c'est là où vous pouvez aider en disant je suis là, je suis un soutien. Parce que on approche de la fin de l'émission, donc je reviens vers un truc. Je m'excuse d'abord, je regarde souvent mes notes, c'est parce que je ne voudrais rien oublier. Je trouve ça tellement important, en fait, le rôle que vous avez et le fait, cet engagement, parce que aujourd'hui dans notre société, puisqu'on reparle encore de la société, en fait, les gens s'engagent de moins en moins, et puis aider les autres, c'est encore une fois, mais je vous disais, voilà, je parlais de votre maman, je sais ce que vous faites, mais l'engagement, le temps que l'on donne aux autres, etc. Donc c'est extrêmement important. Donc je trouvais ça essentiel de pouvoir parler de tout cela. Donc excusez-moi, donc je vous redonne la parole, mais voilà, pardonnez-moi si je regarde mes notes, c'était pour ne rien oublier. Justement, je pense que si je devais faire une synthèse des choses qu'il ne faut pas oublier, et vraiment les choses, donc je suis victime, je vais au commissariat, je porte plainte, j'essaie d'aller voir mon médecin, d'en parler, parce que lui également, il pourra avoir un soutien. Je veux dire, toutes les personnes attentives pourraient également même faire un signalement également. Vous avez, du coup, on parlait maintenant avec l'évolution législative, mais vous avez aussi cette possibilité de porter plainte. Il y a des hôpitaux pilotes, il y en a 6. Et pour vous dire, il y a eu un certain nombre de conventions qui ont été signées, je crois de mémoire 296 conventions qui sont énormes entre les hôpitaux avec justement l'État pour pouvoir aider finalement les victimes. Donc il y a quand même un arsenal qui se développe de plus en plus. On a donc là c'est sur l'aspect pénal. Vous avez bien sûr dans le meilleur des cas, dans ce cas-là, si la plainte aboutit, et même avant,
et dans le cas de, si la violence est avérée, la personne va être renvoyée, l'auteur présumé des faits, on va renvoyer en tribunal correctionnel, on va le mettre sous contrôle judiciaire, et après il y a des sanctions pénales. Alors, ce que je peux déplorer, c'est que, et j'espère que la loi va changer à cet égard, c'est-à-dire que quand vous êtes primo-délinquant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connu des services de justice, pas de casier judiciaire vierge, vous avez souvent une condamnation avec sursis. Ça veut dire que demain, l'auteur des faits, qu'il est condamné, il va revenir. Donc ce serait que, voilà, peut-être ça, avoir des sanctions encore plus fermes pour les auteurs. Pour les auteurs majeurs. Oui, pour les auteurs majeurs, bien sûr. Oui. Parce que là, finalement, c'est ce qui peut angoisser les victimes. Je pense qu'il y a un contrôle judiciaire qui peut être ajouté contrôle judiciaire, voilà. Donc vous avez quand même aussi une interdiction d'approcher. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des choses en place. Surtout lorsqu'il y a violence et qu'elle est révélée et qu'elle est prouvée. Voilà. Donc ça veut dire il y a quand même des choses. Voilà. Donc ça c'est quand même, j'allais dire, dans le meilleur. Ça on a avancé. Dans le meilleur des cas, vraiment avancé. Lorsqu'il y a violence physique, c'est pour ça que je vous dis encourager justement les femmes à pouvoir venir vous voir, parce qu'il y a des choses à faire. C'est ce que je vous dis, et la justice, elle protège, elle est dans son rôle de protection plein. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que là, dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'il faut. Mais ça peut être quand même incitatif. Oui, non, mais bien sûr. En plus, elle est dans le juge d'application des peines, il est là. Si demain il y a monsieur fait juste, j'allais dire, un petit écart. Il y a quand même la justice qui est là et qui veille, et donc de dire, moi je vous dis, c'est d'encourager, et un dossier ça se prépare, c'est-à-dire que quand on est là, on se dit, ben voilà, je suis victime de violence. Moi je pensais à une dame qui me disait, je veux divorcer rapidement, et dans son malheur, mais qui a fait son bonheur plus tard, c'est-à-dire qu'il a continué à être violent avec elle, elle est partie elle était en chemise de nuit, elle appelait le commissariat, ils sont venus, flagrant délit, monsieur garde à vue, renvoi directement en correctionnel, et plus de son, plus d'image, tant mieux. Et elle s'en est, du coup, elle a fait une reconstruction, etc. Donc ça, c'est l'aspect pénal, et ça, c'est la voie, j'allais dire, telle qu'elle existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi est beaucoup plus protectrice des victimes, et donc vous avez contrôle judiciaire, vous avez condamnation, et ça, je veux dire, les magistrats sont formés, et j'allais dire tolérance zéro. Demain, vous allez au tribunal correctionnel, quand on sait, alors aussi, je le dis à nos auditrices, à nos auditeurs, les gens pensent qu'en ne se constituant pas partie civile, ou en disant, parce que les auteurs, pour certains, font pression, ils sont en lien avec leur ex-compagne, s'il te plaît, retire ta plainte, s'il te plaît. Mais n'oubliez pas, c'est le procureur de la République qui décide, parce que c'est une infraction qui est pénalement répréhensible, donc du coup c'est renvoyé, c'est un délit. Donc, madame ou monsieur qui ne se constitue pas partie civile, ça n'a pas d'incidence. Constituer partie civile, c'est quoi? C'est d'obtenir des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi. Donc, ça n'a pas d'incidence. Donc, même si madame ou monsieur qui est victime de violence retire sa plainte, pour autant, ça ne change rien. Et donc ça, c'est aussi de le dire. Et ça, je le vois dans un dossier sur 3 où on dit « Ah, il m'a dit ça, nana ». Donc ça n'a pas d'incidence. Et du coup, c'est au contraire. Alors si vous, mesdames, messieurs, si vous êtes victime et que vous décidez de ne pas vous constituer partie civile, ça ne change pas de ce que va requérir le procureur de la République. Voilà. Donc il va être condamné. Voilà, tout ce qui, tout l'arsenal judiciaire à cet égard. Donc là, c'est l'aspect pénal qui existe aujourd'hui. Je vous fais grâce des années, etc. Peu importe, je pense que les auditeurs... ça a avancé, en tout cas, ça a bien progressé. Et surtout les mentalités, vous voyez Corinne, et vous le savez, les mentalités ont évolué. Les magistrats sont de plus en plus formés. Et je vous dis tolérance zéro. Et au sein des commissariats, aujourd'hui, il y a un référent violence conjugale. Il y a un référent, c'est-à-dire que vous avez des commissariats où justement vous arrivez, vous dites « Ah, je suis victime de violence, bougez pas ». Vous avez des commissariats qui sont formés. Moi, je travaille régulièrement avec le commissariat du 17e, avec l'assistance sociale du commissariat, qui identifie les victimes, qui nous appellent en disant « J'ai vu un tel, elle est dans un désarroi ». Donc, vous avez vraiment un processus qui est mis en place. Vous avez même des questionnaires très affinés où justement on vous pose des questions, donc il n'y a pas de loupé. Il suffit d'avoir un déroulé et vous posez des questions. Donc vraiment, vous avez une justice qui a compris, qui a évolué, qui a dans une meilleure prise en charge. Et donc c'est pour ça que j'encourage vraiment les victimes à se manifester. Je sais que c'est compliqué, mais le fait le premier pas le plus dur,
Mais sachez qu'il y a plein de gens, comme nous bénévoles, qui sont là pour accompagner, pour que la parole soit libérée, entendue et protégée. Ça, c'est sur l'aspect pénal. Je reviendrai après, je ferai vraiment un focus et volontairement, je gardais quelque chose qui me tient à cœur. On a commencé par les enfants et si vous me permettez, Corinne, nous terminerons par les enfants. Mais, tant qu'elles sont pas victimes de la violence. Elles sont, exactement. Et du coup, sur l'aspect civil, c'est-à-dire que souvent, et c'est important, donc là c'est l'aspect pénal, mais aujourd'hui, vous dites, voilà, je suis victime de violence, qu'est-ce que je peux faire? Donc on a vu l'aspect pénal, et qu'est-ce que je peux faire sur l'aspect civil? Alors l'aspect civil, c'est-à-dire que je suis à mon domicile, on est cotitulaire du bail, qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, est-ce que je dois partir du domicile? Alors aussi, une idée reçue, si je quitte le domicile dans les cas de violence, c'est pas fautif, hein. Je le dis, on peut quitter le domicile dans des cas comme celui-ci, heureusement. On ne va pas attendre dans la petite boîte pour vous dire je pars. On est en danger, vous allez au commissariat, vous expliquez pourquoi vous partez, mettez-vous en sécurité. C'est la chose, je veux dire, de bon sens et la loi comprend et protège. Donc ça, c'est aussi ce que je tiens à préciser. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Et ça, indépendamment du fait qu'on soit marié ou pas, on peut obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, il faut démontrer qu'il existe en fait une violence qui est supposée et qui est avérée quand même. Donc c'est vrai que aujourd'hui, pour montrer qu'il y a une violence avérée, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de dire qu'il y a une plainte qui a été déposée, un témoin, des choses concrètes, si on a ou un de témoin, dire voilà, même enregistrer la conversation. Voilà, il peut avoir charge de la preuve. La charge de la preuve. Enregistrer sur le plan civil, on va éviter, mais en pénal, oui, c'est mieux. Oui. Mais on va dire que c'est important de pouvoir démontrer de la matérialité. Et dans ce cas-là, vous avez dans l'ordonnance de protection, c'est un 6 jours où tout doit être rendu, et donc ça va très vite. Voilà, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, l'ordonnance de protection, ça a été une nouveauté, au départ peu connue. Et pourtant, qu'on peut actionner, c'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Vous saisissez, vous pouvez même faire tout seul, vous tapez ordonnance de protection sur Google, vous avez un modèle d'ordonnance de protection. Je dis quand même aux auditeurs que être avec un avocat, c'est quand même mieux parce qu'ils connaissent la procédure, c'est quand même spécifique. Nous, au sein de l'association, et je salue Apolline Larosavetti qui travaille à mes côtés en tant qu'avocat d'association et qui, elle, fait hélas énormément de dossiers pour l'association dans ce cadre-là. Et finalement, on a quand même une écoute attentive de la part des magistrats et qui comprennent ces situations. Et je vous dis, et on parle toujours de la preuve, ce qui est compliqué dans les dossiers, c'est de rapporter cette preuve-là. Dans ce cas-là, et je ne doute pas que nous avons de plus en plus d'ordonnances de protection, si l'ordonnance de protection, je demande quoi? Je demande de rester moi victime au domicile conjugal. Je demande, et ça c'est l'évolution, d'avoir la déchéance de l'autorité parentale du conjoint violent. Pourquoi? Parce que, et ça on entend souvent, c'est un gentil papa. Mais ce qu'a dit le juge Durand, et je rejoins, voilà. Je suis sur ses propos, mais vraiment, on est vraiment raccord. On est raccord, allez-y, ce que dit... intentionnel de l'infraction, mais allez-y. Et ce que disait le juge Durand, c'est le juge des enfants au tribunal de Bobigny, et qui dit tout simplement un mauvais mari est un mauvais père. Donc pour protéger l'enfant, il faut protéger la mère. Et donc ça, si vous voulez, quand le juge Durand, au départ, avait tenu ses propos forts, il a été, pour certains, dénoncé, décrié en disant c'est le magistrat des femmes. Et du coup, finalement, beaucoup, heureusement, sont allés en suivi. Bien sûr, le ministère de la... Et donc, son travail et mérite a été reconnu, et tant mieux. Et du coup, de par son travail, son engagement, et d'autres magistrats ont suivi ses pas, finalement, et la loi, justement, est allée en ce sens, de maintenant, on peut obtenir la déchéance de l'autorité parentale. Et donc, du coup, la mère, dans le cas où elle est démontrée qu'elle est donc victime de violence, va avoir seul l'exercice de l'autorité parentale, de même qu'elle peut rester au domicile, même si monsieur est
propriétaire ou titulaire du bail, elle va pouvoir rester. Bien sûr avec pension alimentaire si les conditions sont requises. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments, de même que vous parliez tout à l'heure de Corinne, soit de dire voir l'enfant dans un lieu médiatisé ou même avec la présence d'un tiers. Tout ça, la loi a évolué sur le plan civil. Donc aujourd'hui, j'invite encore, hein, je le dis, mais parce que vraiment je veux que ça soit peut-être un élément qui va déclencher la volonté de ces femmes de sortir de cet enfer, de dire que au pénal j'ai des réponses, mais si elles ne veulent pas aller au pénal, à la limite, au civil j'ai des réponses aussi. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester, elles, dans les lieux, que monsieur on puisse l'emmener, qui lui donc sort du domicile, à lui de trouver un appartement, etc., même s'il est propriétaire et même s'il est titulaire du bail. Oui. Et ça, c'est important. Et bien sûr, d'avoir la résidence principale des enfants. Alors, j'ai 2 phrases que j'ai trouvées intéressantes du vieux Durand. Et c'est Alors, incroyable parce que j'étais en train de lire ses propos. C'est fou quand même. Hein. On est vraiment d'accord. Il faut traiter la parentalité à partir de la conjugalité. Un mari violent est un père dangereux. C'est exactement ce que vous disiez. Voilà, c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas si on peut conclure là-dessus, mais en même temps, vraiment, il a aussi rajouté, et ça, moi, par rapport à ce que je fais au quotidien, j'avais envie de le dire, c'est que les adolescents les plus violents sont souvent des victimes, des victimes de violences conjugales. Donc, c'est important parce que pour les personnes qui effectivement jettent l'opprobre quelquefois sur des adolescents violents, etc., sans savoir ce qu'ils ont pu vivre, il faut avoir énormément de distance par rapport à ces situations. Et moi, j'avais juste un dernier mot, si vous me permettez, pour conclure. Je dis pourquoi il y a urgence aussi de pouvoir faire bouger les lignes. C'est parce que nous, on a un devoir de protéger nos enfants. Et ce devoir-là, comme vous l'avez dit, un enfant qui est violent aujourd'hui, on parle du harcèlement, on parlait en off du harcèlement à l'école, qui est harceleur, c'est que dans son milieu familial, il vit des choses horribles. Et cette violence dont on parlait, cette violence ordinaire, l'enfant il la ressent, il est victime directe, et du coup ça se répercute à l'école. Et pour faire des citoyens engagés, des citoyens libres et heureux, je pense qu'il faut commencer justement à guérir nos enfants qui sont du coup victimes directes, je dis bien pas collatérales, victimes directes de violence. Et c'est ce mot-là, donc protégeons nos enfants. Et si vous voulez protéger vos enfants, il faut dénoncer les violences pour qu'ensemble on puisse trouver une solution. Et la justice a prévu les circonstances aggravantes lorsqu'il y a des présences des enfants. Exactement. Et lors bien sûr. de disputes. Comment vous remercier, Vanessa? Avec plaisir, avec grand plaisir. Sans l'avoir demandé, notre ami, j'ose dire notre ami aujourd'hui, Thierry Beccaro nous a dit « je reviendrai ». Et j'avais envie de demander à Vanessa, vous reviendriez nous voir? Avec grand plaisir. Alors, j'ai envie de dire aux auditeurs, car nous avons notre Morgane, ça aussi j'ose le dire aujourd'hui, c'est notre Morgane. Elle pourrait recueillir des questions qui pourraient arriver par la suite. Tout à fait, absolument. Et on pourrait, pour la prochaine émission. On pourrait faire une émission et vous savez répondre à nos auditeurs. Nous avons un site aussi sur lequel vous pouvez bien sûr poser vos questions. Alors nous on a www.aviv.fr donc, et le numéro de téléphone je le redonne 07 60 27 20 81. Donc c'est le numéro de l'association Aviv. On essaie d'être le plus réactif possible et je le dis encore, nous sommes tous bénévoles et on est tous dans l'équipe qui m'accompagne, on a tous cette volonté. Même aujourd'hui, elle est bénévole. Ah on n'a n'a pas donné de cachet, on est bien d'accord. Alors oui, on n'a pas donné de cachet. Et puis, tout ça, c'est pour pas donner la parole en dernier, et puis qu'avoir encore eu un mot à dire. Je voudrais encore dire quelque chose, c'est qu'on a parlé du harcèlement scolaire. Alors, j'aime bien donner mes numéros de téléphone, le 3018 pour les victimes d'harcèlement scolaire. Utilisez les téléphones qui sont mis à votre disposition. Ce sont des numéros verts, ce sont des écoutes confidentielles, ce sont des gens formés qui vous écoutent. Et allez sur le site de l'Aviv. Merci. Merci, Maître Vanessa Elkaïm Rimmer. Merci de m'avoir fait confiance. Avec plaisir. Merci d'avoir fait confiance à Morgane. Merci Morgane. Merci d'avoir fait confiance à Ici et Maintenant. C'est
c'est un mot que j'aime beaucoup ici et maintenant, parce que l'heure qui suit, si des gens qui nous ont écoutés, ben, elle sera peut-être pas la même. Maintenant, c'est comme ça, et tout à l'heure, on construit notre avenir, on construit notre futur. Donc, essayons de faire pour le mieux. Et merci encore, Morgane, d'avoir reçu. À toi le dernier mot, Vanessa. Bah non, je n'en ferai rien, Mais pas et du après, tout, Morgane, à toi. Non, mais moi, c'était juste pour vous ça dire. me ferait très plaisir. Pour vous dire un grand merci, et je suis toujours ravie de pouvoir parler et de faire en sorte de. Moi, voilà, j'avais deux choses peut-être qui me viennent. Première chose, de dire que quand on sauve une personne, on sauve l'humanité, donc c'est important. C'était très important. Et puis il y avait une autre phrase, parce que vous avez parlé de ma maman, et on va terminer sur une phrase et sur quelque chose de ma maman qui me disait, c'est la légende amérindienne du petit colibri. Est-ce que vous la connaissez? Dis-le. Alors, le colibri, c'est un petit oiseau qui a un long bec. Et en fait, il y a un incendie. Alors, on peut le prendre de cette manière-là. Et on voit ce petit colibri avec son petit bec qui prend de l'eau. Vraiment, c'est une goutte. Et les autres oiseaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais, toi, avec une goutte? Tu crois que tu vas éteindre l'incendie? Mais il dit, mais si on se met tous, on va pouvoir l'éteindre. Moi, je fais ma part, faites la vôtre. Voilà ce que je voulais dire. Voilà les mots. C'est très beau, c'est très très beau. Au très, plaisir très de vous réentendre sur Radio Ici et Maintenant. Merci beaucoup Corinne Lamy de nous avoir amené Maître Vanessa Elkaïm-Riemer, qu'on aura sans doute, j'espère, l'occasion de réentendre. Merci à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute et pour votre fidélité. Restez à l'écoute de votre radio pour la suite des programmes. Ce soir, vous avez également une émission en direct à partir de 23h. Avec Hervé, ce sera l'antenne libre. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, Morgane. Au revoir. Merci.